Alors, j'invite le prochain conférencier, c'est Herman Mikonda, doctorat en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2. Et il est PhD en sciences politiques et chargé de recherche au Centre national d'éducation au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup. Okay. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde m'écoute. Oui, on vous entend bien. OK. Bon, merci beaucoup pour la parole donnée, Liliana Diaz. Bon, comme vous l'avez tantôt indiqué, je suis Herman Minkonda. C'est un honneur, surtout un plaisir de présenter une communication dans le colloque annuel de l'Institut EDS au Canada. Alors, la communication qui a été sélectionnée, du moins c'est la mienne, porte sur le développement et changement climatique en imbrication, 2 points plaidoyer pour une nouvelle approche du développement durable en Afrique. Cette communication va être articulée autour de 4 éléments. D'abord, les éléments en termes d'introduction. Ensuite, nous allons présenter cette imbrication, c'est-à-dire l'imbrication du mot d'ordre développement et changement climatique dans la mise en sens du développement durable. Ensuite, nous allons la présenter dans la mise en acte et nous allons sortir par une légère conclusion. Alors, en termes d'éléments d'introduction, nous pouvons simplement indiquer que, à côté du nouveau temps politique qui a fait, bien évidemment, de la biodiversité, de l'environnement et, a fortiori, du développement durable, l'un des labels qui est aujourd'hui coté à la bourse des valeurs contemporaines, nous pouvons simplement indiquer que l'idée d'une telle présentation ou alors de cette thématique est en réalité née d'une humeur ou alors d'une dispute un peu houleuse entre un Européen, je vais taire le pays pour éviter un scandale diplomatique, entre un Européen et un paysan. Dans le cadre de nos nouvelles fonctions, en tant que cadre dirigeant au ministère de la décentralisation et du développement local, nous avons été appelés à travailler dans le transfert des compétences, c'est-à-dire de l'État central en direction des collectivités territoriales décentralisées. Transfert de compétences sur le plan de l'environnement. C'est-à-dire que nous avons donc travaillé en osmose avec le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. C'est le ministère qui s'occupe des questions de développement durable, des questions de la biodiversité, des questions de l'environnement de manière générale au Cameroun. Arrivés dans l'arrière-pays, nous avons été victimes, ou alors nous avons été les observateurs d'une dispute entre un paysan et un Européen, un forestier qui exploitait le bois. La dispute était vraiment houleuse parce que d'un côté, l'Européen avait eu à donner de l'argent au chef de village pour exploiter, c'est-à-dire pour couper le bois. Et le paysan n'avait pas reçu tout son argent et il se plaignait en disant au chef que si vous coupez tout mon bois, comment est-ce que je vais pouvoir vivre? Donnez-moi quand même, bon, là j'essaie un peu de caricaturer, donnez-moi quand même un peu d'argent. Après cette dispute, le chef de ce village nous a appelé en disant qu'il est confronté aujourd'hui à un terrible dilemme. Le dilemme est dû au fait qu'il ne sait pas comment est-ce que l'État camerounais va réussir à allier protection de l'environnement et protection des besoins. Autrement dit, il ne sait pas comment le gouvernement va réussir à allier, va réussir à mettre les populations camerounaises, davantage les populations qui se trouvent dans les zones forestières, à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Au retour de cette mission, je me suis longtemps interrogé et je me suis dit qu'il fallait proposer une sorte, pas peut-être de modèle, mais il fallait jeter un pavé dans la mare pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut penser une nouvelle approche du développement durable à travers le développement et la lutte contre le changement climatique. Bien évidemment, le développement davantage sur le plan matériel, c'est-à-dire sur le plan économique. Alors, de cette discussion avec un certain nombre de spécialistes, 2 grands formats se sont dégagés. Le premier format est relatif au fait que le développement durable à travers la mise en osmose de ce mot d'ordre, c'est-à-dire imbrication et changement climatique, peut se faire dans le cadre de la mise en sens. La mise en sens ici, en réalité, c'est cette définition des nouvelles politiques publiques en termes de développement durable peut également, pourrait se faire, comme je l'ai dit tantôt, pour reprendre les expressions qui ont été
peut-être pas consacrée par ce chef de village, peut se faire par la mise à l'abri de la peur environnementale et à la mise à l'abri du besoin économico-environnemental, ou alors, si vous voulez, de manière ramassée du besoin économique des populations locales. Alors, d'abord, la première articulation, c'est-à-dire la mise à l'abri de la peur environnementale. Cette mise à l'abri peut être initiée ou alors peut être intégrée dans les politiques publiques au Cameroun et de manière générale en Afrique à travers l'intégration du paradigme de la préservation. Alors, ce paradigme-là peut être intégré au niveau des ressources en eau, des terres fertiles, de la lutte contre la dégradation, particulièrement les zones soumises à la forte désertification. Je vais y arriver. Ça peut aussi, l'intégration de ce paradigme, de ce nouveau logiciel, peut aussi se faire dans la préservation de la biodiversité et la protection des populations locales autochtones face aux catastrophes naturelles et aux impacts sanitaires des différentes formes de pollution. Enfin, l'intégration de ce paradigme-là peut se faire par l'amélioration de la santé, la lutte contre les grandes pandémies, l'urbanisation et les mobilités associées, la production énergétique durable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer ce logiciel-là dans le deuxième format? C'est-à-dire, comment est-ce qu'en mettant les populations à l'abri du besoin économique, on peut intégrer le paradigme de la préservation ou alors on peut essayer d'intégrer l'imbrication du développement et des changements climatiques. Alors, on peut simplement indiquer que la mise à l'abri de la peur du besoin économique peut passer par la définition de développement durable qui a pour objectif l'atteinte d'une économie diversifiée, c'est-à-dire innovante, inclusive, verte, compétitive et porteuse d'opportunités d'emploi. Alors, à ce niveau-ci, plusieurs actions ont déjà été engagées. Ces actions-là peuvent être généralisées. Nous pouvons citer ici les exemples qui nous viennent de la Guinée, du Mali et du Niger. La Guinée qui a déjà élaboré un véritable programme d'action national pour améliorer la capacité de résilience face au changement climatique des communautés locales, c'est-à-dire des agriculteurs. Nous avons aussi le Mali et le Niger qui ont élaboré des programmes d'action nationaux relatifs à la question de la sécurité alimentaire en lien avec les changements climatiques. Okay. Maintenant, comment est-ce que ce développement durable au Cameroun et de manière générale en Afrique peut faire acte, c'est-à-dire peut s'opérationnaliser, bien évidemment, en mettant toujours en imbrication le mot d'ordre développement et changement climatique. À ce niveau-ci, nous avons dégagé, bien évidemment, en nous servant, en nous appuyant sur la contribution déterminée au niveau national du Cameroun de deux grands logiciels. Il s'agit du logiciel de l'adaptation et du logiciel de l'atténuation. Okay. Il est important d'indiquer que l'adaptation au changement climatique, bien évidemment, couvre des activités d'études et de planification dans différents secteurs tels que l'agriculture, l'eau, la biodiversité, les infrastructures, le transport, la santé, l'habitat, l'urbanisme et les régions côtières, notamment puisque le Cameroun est entouré dans sa frontière avec le Nigeria par une bande dorsale constituée essentiellement des mangroves. Alors, nous pouvons indiquer que plusieurs initiatives d'adaptation ont déjà été pensées. Et ces initiatives-là peuvent servir de boussole dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement durable en Afrique. L'on pense notamment ici, nous avons deux grands types d'initiatives. Nous avons les initiatives inspirées d'ailleurs, c'est-à-dire les initiatives venues d'ailleurs. Dans cette gamme d'initiatives, nous pouvons parler de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique qui a été prise en 2008. Nous pouvons aussi parler à côté des différentes initiatives en termes de fonds, en termes de programmes qui ont été initiés lors de la conférence des parties 7 à Marrakech au Maroc, où on a eu plusieurs initiatives. Nous pouvons aussi parler de l'initiative africaine qui a été décidée ailleurs pour les énergies renouvelables
de l'Union africaine et particulièrement des comités des chefs d'État africains sur les changements climatiques. De manière générale, nous pouvons aussi parler comme ça de l'initiative Sahel vert des 17 pays de la bande sahélienne, de l'initiative pour l'adaptation à la culture africaine face au changement climatique. Maintenant, nous avons aussi cette gamme d'initiatives en réalité issues de ce que nous appelons de l'inventivité locale africaine, c'est-à-dire de l'ingénierie africaine. Nous pouvons indiquer, et ça a déjà commencé à faire sens et davantage qu'au Cameroun, où nous avons la construction des digues pour diminuer les risques de débordement d'un cours d'eau. Nous avons en effet les digues de Maga et de lac d'eau, de Waza aussi, qui ont été mises en œuvre et qui participent favorablement et de manière décisive à la lutte contre le changement climatique. Nous pouvons aussi évoquer dans la même perspective des initiatives issues de l'inventivité locale africaine, l'utilisation des cultures qui résistent fortement à la sécheresse. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons le Ghana, nous avons le Togo, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Gabon, nous avons bien évidemment le Cameroun à travers un certain nombre d'actions qui sont déjà illustrées dans cette dynamique. Nous avons aussi le développement de nouveaux codes en matière de construction pour mieux protéger les installations humaines. Au Cameroun, plusieurs programmes ont déjà été initiés. Ces programmes-là peuvent être, ces programmes qui ont montré leurs preuves peuvent être généralisés. Nous avons par exemple le programme numéro 1 qui vise à mettre à niveau les systèmes nationaux de collecte des données hydrométéorologiques. Nous avons le programme 3 qui est axé sur le développement des programmes risques climatiques et plans d'affectation des terres. Nous avons en moyenne 13 à 15 programmes. Ça, c'était la rubrique concernant l'adaptation. Maintenant, parlant de l'atténuation, nous pouvons simplement indiquer qu'ici, le logiciel d'atténuation pourrait être intégré lors de l'opérationnalisation des politiques publiques durables. Nous avons bien évidemment deux types d'actions, deux types de modalités en termes d'atténuation. Nous avons les outils d'atténuation issus de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat et nous avons aussi les outils d'atténuation issus de l'ingéniosité africaine. Je préfère qu'on s'arrête un peu là pour essayer d'expliquer. Parmi ces différents outils, nous pouvons parler des outils concernant la santé, l'eau, l'agriculture et les infrastructures dans les zones côtières. Au Cameroun, déjà, ces outils ont été intégrés dans un document cadre composé de plusieurs programmes et actions, appelés bien évidemment contributions déterminées au niveau national. Alors, pour sortir enfin, nous pouvons simplement indiquer que la mise en acte et en sens par les pays africains d'un développement durable à empreinte carbone nulle et résilient face au changement climatique pour assurer à tous un avenir plus juste et plus prospère s'impose déjà comme une nécessité, voire une obligation. Pour finir, nous allons simplement indiquer que la réalisation de cette nouvelle approche de développement durable ne pourra également se faire qu'à travers une mobilisation, et c'est très important, des ressources humaines, technologiques et davantage financières à la fois domestiques, internationales et privées, c'est-à-dire issues du partenariat public-privé, tant au niveau national qu'au niveau international. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons fait un tour vraiment sur de nombreux enjeux, des travaux très intéressants de plusieurs participants qui nous ont amenés sur les dimensions qui sont bien entendu interconnectées, mais pour lesquelles donc, il y a de nombreuses ramifications et de nombreuses approches possibles et complémentaires. Et je vous rappelle que le fil conducteur de ce colloque, c'est donc les préoccupations pour les changements climatiques, mais aussi l'action climatique. Donc, comment les changements climatiques nous interpellent, puis de quelle manière nous pouvons lutter contre les différentes dimensions qui sont touchées par les changements climatiques. Et nous avons eu un aperçu très intéressant avec ces différents travaux où nous voyons l'envergure du défi. Alors, ce que je veux vous proposer pour les minutes qui nous restent, c'est
ouvrir le micro pour les participants. Si vous avez des questions, posez-les directement à un de nos panélistes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Je vous rappelle que nous avons aussi un sondage dans lequel nous avons commencé à recueillir différentes préoccupations par rapport justement au changement climatique, comment ça nous interpelle. Pendant que vous pensez peut-être à vos questions, je vais vous partager déjà un premier aperçu du résultat de ce sondage. Donc, je vais laisser la parole à notre directeur, Étienne Berthold, pour une question. Bien, écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de vos présentations que j'ai beaucoup appréciées. Donc, je ne voudrais pas accaparer cette période de questions, d'autant qu'elle est courte. J'aurais peut-être une petite question pour Dieudonné. Donc, la deuxième présentation, c'est une question peut-être un peu particulière. Vous êtes toujours avec nous, Dieudonné? Bon, j'imagine. Oui, je suis toujours avec vous. Parfait, merci. Donc, écoutez, j'ai apprécié aussi votre approche de ce qu'on peut appeler la diplomatie climatique, qui correspond aussi à un défi qui est lancé à l'école réaliste en relations internationales, qui confère beaucoup de pouvoir à l'État. Avez-vous vu poindre un petit peu la question de la sécurité, du discours sur la sécurité, notamment la sécurité alimentaire, dans le cadre de vos recherches? S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien suivi. Est-ce que vous demandez si j'ai lu le discours sur la sécurité alimentaire dans mes recherches? Voyez-vous apparaître cette question? C'est une question générale dans vos recherches. Vous demandez si je l'ai appréhendé dans cette recherche-ci? Oui, si ça fait partie des discours que vous voyez avec lesquels vous êtes en contact dans vos recherches, tout simplement. Oui, les questions de sécurité alimentaire, pas directement, je ne touche pas directement à ces questions-là, mais ce sont des questions dont je partage souvent des informations, des échanges avec d'autres chercheurs sur cette question, les questions de la sécurité alimentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos participants? Nous avons vraiment abordé des sujets qui sont très complémentaires, mais sont chacun d'entre eux tellement complexes que je comprends vraiment la difficulté à pouvoir aller plus loin. Nous avons vu vraiment avec le concept de justice climatique, notamment les différentes dimensions qui sont abordées du point de vue de la santé. Alors, peut-être, Diana, est-ce que tu voudrais nous présenter peut-être ton point de vue par rapport à ces enjeux de politique qui sont mentionnés dans ton approche de justice climatique? Comment, par rapport aux présentations qui ont été faites sur les dimensions politiques, le rôle de la société civile, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle perception ou une nouvelle manière d'aborder les questions politiques. Est-ce que ça, du point de vue de la santé, on sent que peut-être les citoyens se sentent interpellés, que peut-être il y a une manière de dire à l'État qu'il n'y a pas nécessairement un monopole de la prise de parole publique par rapport à certains enjeux? Est-ce que c'est quelque chose qui a été trouvé dans vos recherches? Merci pour cette question. Effectivement, le risque de monopole de prise de décision est très, très souligné par la justice climatique. Ils dénoncent même le risque de nouvelles formes d'oppression, de négliger, de réduire à néant les connaissances, les valeurs, les priorités identifiées par les communautés, les populations les plus vulnérables. Donc, si dans la santé publique, nous, on veut lutter
contre les inégalités sociales, d'intervenir, de mieux agir sur les déterminants de santé déjà préexistants qui sont accentués par le changement climatique. C'est important pour nous de renforcer la voix pour plaider justement en faveur de la prise en compte des problèmes de santé liés au changement climatique et en faveur des populations les plus touchées, les plus durement touchées par les changements climatiques, qu'on ne généralise pas la situation afin d'avoir des impacts plus performants dans notre réponse aux défis sans précédent des changements climatiques. Merci beaucoup. Merci. C'était juste une des dimensions que tu avais mentionnées, mais je pense que c'était intéressant de faire le lien avec les autres présentations. Puis de même, peut-être où elle dit, je voudrais savoir s'il y a une dimension citoyenne qui peut être abordée à partir des systèmes d'information géographique. Est-ce qu'il y a un intérêt et un potentiel réel par rapport aux collectes de données citoyennes, par exemple, qui peut être exploité? Puis dans le cadre de votre recherche, est-ce que c'est le cas? Et les systèmes d'information géographique sont des systèmes complexes, que l'on veuille ou non. On peut essayer de le décrire, on peut essayer de montrer son importance, où est-ce qu'on peut l'utiliser, mais les systèmes restent des outils très complexes, des outils très, très complexes. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser beaucoup dans des régions et dans des domaines ou dans des dimensions qui peuvent aller au-delà de ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on peut nous analyser en tant qu'humains. Dans ma recherche, oui, on va utiliser les systèmes d'information géographique en lien avec surtout la question démographique. Parce que la question démographique est un des facteurs que beaucoup d'auteurs considèrent comme un facteur qui influence un petit peu la vulnérabilité des aires protégées. Donc, on ne peut pas s'en passer. On va et on doit vraiment utiliser les SIG pour voir à travers des recensements sur plusieurs années de façon en testé. Et après, donc, on va essayer d'utiliser, oui, les systèmes d'information géographique, non seulement pour la question de croissance démographique, mais aussi l'influence humaine sur les aires protégées. Et le SIG, je pense que c'est l'outil idéal justement pour analyser ça et faire vraiment ce lien. Oui, on va le faire. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux vraiment remercier les panélistes pour vos présentations. C'était vraiment un excellent aperçu parce que vraiment, on n'a pas le temps pour approfondir dans la complexité de chacune de vos recherches, mais ça donne vraiment une idée très intéressante de nombreuses recherches qui sont menées actuellement en lien avec toutes les dimensions complexes des changements climatiques, de leur impact et des différentes réponses qui sont menées à tous les niveaux pour essayer de lutter contre ces différentes dimensions. Alors, merci beaucoup à tous les panélistes. Sur ça, je vais donner la parole de nouveau à Étienne Berthold et je vous remercie de nouveau. Donc, merci beaucoup, Liliana. Merci, chers collègues. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que toutes les présentations de ce matin ont été complémentaires et fort à propos. Donc, merci aussi d'avoir respecté le temps.